Bonjour Timothée Paric, bienvenue. Vous êtes chercheur en économie écologique et vous publiez ce livre « Ralentir ou périr, l'économie de la décroissance » aux éditions du Seuil. J'aime bien souvent commencer par un peu de pédagogie. On va commencer par la définition. C'est quoi pour vous la décroissance ? Alors le livre, j'offre une définition en une phrase. Donc c'est une réduction de la production et de la consommation pour alléger l'empreinte écologique, planifiée démocratiquement, dans un esprit de justice sociale et dans le souci du bien-être. Ouais. Donc là, l'élément clé, c'est le ralentissement des activités économiques. Ça, c'est un petit peu le frein d'urgence, comme dans un train. Si on n'arrive pas à faire baisser suffisamment nos pressions sur l'environnement, on ralentit l'activité économique, mais on le planifie, on l'organise intelligemment pour que ça se fasse d'une façon démocratique, pour que ça soit socialement acceptable, et aussi en prenant en compte les inégalités et le bien-être. C'est-à-dire que si on veut moins polluer, on est obligé de produire moins, quoi. Il n'y a pas d'autre choix, c'est un peu ce que vous nous dites. Alors malheureusement, oui, moi j'ai beaucoup travaillé sur le concept de croissance verte, et les études scientifiques qui nous montrent la corrélation entre production et pollution et extraction. Et c'est l'un des grands résultats du dernier rapport du GIEC, c'est que malheureusement, tous les efforts sur les dernières 20 décennies, même dans les pays les plus riches, pour découpler le PIB des pressions sur l'environnement, ont été extrêmement insuffisants. Donc il va falloir faire quelque chose de plus. Et ce quelque chose de plus, on commence à appeler ça de la sobriété. Moi, j'appelle ça de la décroissance plus généralement. Ça va être d'agir sur la production. Est-ce que déjà, si on parle des indicateurs, ça veut dire qu'il faut changer d'indicateur, oublier le produit intérieur brut ? Ça serait pas mal. Il a quand même 100 ans, notre petit PIB. Il a été inventé aux États-Unis dans les années 30 par un statisticien qui lui-même disait « Attention, je vous fais un indicateur en temps de crise pour réanimer votre économie, mais ne l'utilisez pas en temps de paix. » Aujourd'hui, le PIB, c'est un indicateur qui ne fait pas la différence entre le désirable et le néfaste. Il ne prend en compte que le monétaire, il ne prend pas en compte les inégalités et il n'intègre pas la nature. Donc oui, ça serait une bonne opportunité de redéfinir la richesse aujourd'hui. Mais ça va on en a déjà parlé dans cette émission, jusqu'aux normes comptables. Des entreprises. C'est-à-dire qu'il faut y intégrer l'extra-financier, il faudrait peut-être même y intégrer l'impact négatif des entreprises. Il y a une réflexion là-dessus, ça vous semble indispensable ? Indispensable. Aujourd'hui, il va falloir changer de logiciel économique. Là, aujourd'hui, on a un petit peu le Windows 95 de l'économie, et là, il va falloir faire une update pour avoir une économie qui soit encastré dans la nature, donc avoir un petit peu des indicateurs qui nous montrent, à chaque fois qu'on produit quelque chose, l'eau qu'on utilise, l'énergie, les métaux, les minerais, l'impact sur la biodiversité, et aussi d'avoir des indicateurs de bien-être, de santé sociale, pour faire en sorte en fait, que l'économie puisse faire ce qu'une économie doit faire, contenter de manière soutenable sur le long terme. Alors, il y a une prise de conscience, elle est sans doute trop tardive, il y a certainement un processus d'action, d'engagement qui n'est pas assez rapide. Il faut d'abord rappeler une évidence sur les limites planétaires. Pour quelles matières premières elles sont les plus critiques ? Alors, c'est difficile de se dire... Moi, quand on parle de transition écologique, il faut vraiment toutes les prendre en compte parce que c'est des limites, en fait, il y a des synergies. Donc là, on voit, par exemple, si on ne fait qu'adresser, si on décarbone l'économie, mais qu'on ne prend pas en compte ce qu'on appelle l'empreinte matière, on va avoir un autre souci, où on peut se retrouver avec une pénurie d'eau, même dans une économie bas carbone. Donc il faut tout prendre en compte, c'est une approche qu'on appelle du métabolisme sociétal. Donc on regarde l'économie comme un métabolisme, on regarde toutes les ressources naturelles qui y passent et tous les impacts sur l'environnement. Le but, c'est de faire transition pour que ce métabolisme il soit plus petit. C'est une sorte de régime macroéconomique. Oui. Est-ce qu'on peut croire ou espérer dans le génie humain, dans la science, pour trouver des solutions ? Je pense par exemple au débat qu'on a en ce moment en Europe sur les carburants de synthèse qui pourraient permettre de continuer d'utiliser des voitures thermiques. Qu'est-ce que vous nous en dites de ça ? Mais il y a un problème de timing. Là, c'est l'un des résultats du rapport du GIEC, c'est de se dire on va devoir faire vraiment la grande part des réductions dans les années qui viennent. Donc là, on n'a même pas le temps de déposer un brevet et encore moins d'attendre que ces nouvelles innovations viennent ex-nover, c'est-à-dire remplacer les infrastructures polluantes. Donc même si aujourd'hui on a inventé un avion à hydrogène parfait, mais il faudrait plusieurs années pour qu'ils viennent remplacer des avions thermiques en fin de vie. Donc là on se rend compte que la technologie va jouer un rôle, mais ça va être un rôle beaucoup moins important que l'aspect sobriété. Mais ça veut dire que, vous parlez de l'aviation par exemple, c'est un pan entier de notre économie qui doit s'arrêter ? On arrête de prendre l'avion, donc c'est toute là aussi la notion d'économie mondialisée qu'il faut remettre en question. Alors malheureusement, on ne va pas avoir le choix, on revient au titre, ralentir ou périr. Ce qu'on est certain, c'est qu'il va falloir respecter des limites biophysiques, donc par exemple un budget carbone. Ensuite, on peut en faire ce qu'on veut,
Donc on peut décider d'arbitrer, de faire, on va sortir, pour manger moins de viande, prendre moins d'avions, on va décider de moins construire de bâtiments. On peut arbitrer de faire ce qu'on veut, mais ce qui est certain, c'est qu'on va devoir faire des choix. Pardon de vous interrompre, c'est individu par individu, entreprise par entreprise, pays par pays, d'une certaine façon? Alors moi, je préfère l'approche macroéconomique, commencer pays par pays, parce qu'aujourd'hui, en fait, on a ce qu'on appelle des inégalités environnementales. C'est-à-dire qu'on a des jolies corrélations entre richesse et revenus et pression sur l'environnement. Donc si on part de l'individu, on perd un petit peu l'aspect proportionnel de cette sobriété. Si par exemple en termes d'empreinte carbone, aujourd'hui vous êtes à 15 et vous devez passer à 2, ce n'est pas les mêmes changements que si vous êtes à 4 et vous devez passer à 2. Mais alors, vous l'avez dit, dans votre définition de la décroissance, il y a la notion d'acceptabilité sociale, sociétale. Si on se dit, il y a des pans entiers de notre économie qui vont, par définition, ralentir, voire quasiment dépérir, je reprends un peu la thématique de votre livre, qu'est-ce qu'on fait ? C'est-à-dire que pour les centaines de milliers de salariés de l'aviation ou de l'industrie automobile, ou je ne vais pas citer toutes évidemment l'extraction pétrolière, voilà, est-ce qu'on peut leur proposer des alternatives d'emploi, tout simplement ? Il y a plein d'instruments disponibles, de redirection écologique, il va y avoir des nouveaux secteurs qui vont naître, aussi de réduction du temps de travail pour pouvoir partager les emplois disponibles. Il faut se souvenir que l'économie, son but, c'est pas de créer de l'emploi, c'est de contenter, de satisfaire des besoins. Et donc moi, la décroissance, je le définis comme un progrès anthropologique dans le sens où ça va nous amener vers une économie qui sera plus efficace, où on pourra satisfaire nos besoins tout en travaillant moins et surtout en utilisant moins de ressources naturelles. Mais alors, ce qui est compliqué, et je reviens sur cette notion de démocratie dont vous avez parlé, c'est que pour l'instant, quand on prend les élections, elles sont plutôt rejetées par les citoyens. Sinon, je vais être volontairement caricatural, Sandrine Rousseau serait présidente de la République. Ou même, si on prend ce qui s'est passé aux Pays-Bas il n'y a pas très longtemps, qui est vraiment très intéressant, on voit la victoire d'un nouveau parti paysan qui s'appelle le Mouvement Agriculteur Citoyen, qui remporte les élections provinciales, finalement, en opposition à un programme du gouvernement en place pour changer l'agriculture, pour limiter les émissions d'azote, etc., etc. Là encore, je simplifie volontairement. L'acceptabilité par les électeurs, elle n'est pas si évidente aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit en fait l'effervescence d'initiatives citoyennes qui travaillent sur ces sujets. Et même, on a là, en mai, je serai au Parlement européen pour une conférence de 3 jours sur la décroissance et la post-croissance. Donc, on a des sujets qui montent, même si ça ne se retrouve pas au niveau de la démocratie représentative pas dans les des gouvernements. Pas encore. Comment vous l'expliquez, ça ? Alors moi, je suis piètre politologue, alors je ne sais pas comment l'expliquer, mais ce que je vois, c'est qu'au niveau des initiatives concrètes, c'est-à-dire des gens qui inventent de nouvelles manières de créer des entreprises, de faire de l'agriculture, de faire des transports, de créer de la monnaie, d'organiser le marché financier, on a des solutions qui existent. Et donc aujourd'hui, on n'a pas besoin d'attendre un espèce de jour où on aurait un gouvernement qui dirait « enfin, je vous autorise à faire de la décroissance ». C'est que l'économie sociale et solidaire, elle est née du bottom-up et d'un coup, on l'a légalisé pour un petit peu lui permettre de prospérer. La décroissance, je pense que ça va être un petit peu pareil. Dans quelques années, on va se rendre compte qu'on a tout un tissu d'alternatives qui nous permettrait, si on les connectait, si on les abreuvait, de faire système. Et ça va se faire du bas vers le haut. Ouais. On a reçu ici pas mal de spécialistes de communication ou même de la publicité qui disent que l'un des défis, c'est de rendre finalement la transformation environnementale désirable, j'allais dire sexy. C'est là aussi, je suis volontairement un peu provocateur, mais est-ce que c'est pas le défi? Alors vous le faites avec un livre qui est très pédagogique, mais est-ce que c'est pas le défi de tous ceux qui portent vos idées? Moi, ce que j'aime bien avec le concept de décroissance, quand même, c'est qu'il nous met en désaccord. C'est-à-dire que si on veut changer le système aujourd'hui, il faut qu'on admette d'avoir des mots un petit peu douche froide où on va mettre les points sur les i. Si on parle d'économie du bien-être... Pour détourner un avion, il faut monter à bord, quoi. Et tant que les électeurs sont pas pris par ce discours et se l'approprient pas, même si, encore une fois, il y a des initiatives citoyennes, je les minimise pas, mais comment arriver jusqu'à mettre un gouvernement qui va porter finalement cette ambition? Moi, j'ai été surpris. Je ne pensais pas que le livre aurait autant de succès. Maintenant, je me retrouve à faire des formations de beaucoup de hauts fonctionnaires, de personnes en entreprise qui se sentent énergisées par ces concepts de post-capitalisme, de post-croissance, de décroissance. Je ne l'aurais jamais prédit. Donc, ça va déjà beaucoup plus vite c'est ce que vous ressentez. que ce que je l'avais vu. Il y a un mouvement. À voir comment ça va se développer. Mais il ne faut pas oublier non plus que la décroissance, c'est un concept dans une constellation avec, par exemple, le convivialisme, l'économie sociale et solidaire, l'économie du bien commun, plein d'autres concepts comme ça qui, ensemble, là, on a une boîte à outils que les gens peuvent s'en saisir. On n'a pas besoin de décider c'est la pilule rouge de la décroissance ou la pilule bleue de la croissance verte. En fait, maintenant, aujourd'hui, on a
toute une boîte à outils conceptuelle. Quand vous voyez des mouvements comme, par exemple, la Convention des entreprises pour le climat ou le défi des entrepreneurs pour la planète, comment vous les interprétez? Est-ce que vous vous dites c'est très bien, ils font partie de ce mouvement citoyen, ou est-ce que vous vous dites en fait ils cherchent à maintenir l'ancien modèle tout en le rendant plus acceptable d'un aspect environnemental? J'ai beaucoup interagi avec des gens dans ces réflexions et j'ai vu les deux. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui essayent vraiment de créer ce moment pouce. Là, on se rend compte que notre économie est en train de brûler la planète. Donc, pousse, on arrête, et on change le modèle de l'entreprise. Et on change le modèle, on change le logiciel, on change le hardware, on change les raisons d'être, on change la comptabilité. Il y a des gens qui travaillent sérieusement sur ces changements et qui sont prêts vraiment à se remettre en question. Et il y en a de plus en plus. Après, bien sûr, on a vu, il y a du greenwashing, il y a des gens qui essaient de maintenir un petit peu cette économie extractiviste, linéaire, capitaliste, qui ne fonctionne plus beaucoup. Mais j'ai l'impression quand même que, même moi, là, depuis ces quelques années où je viens d'arriver dans ces débats, que c'est quand même beaucoup plus facile aujourd'hui de parler de décroissance qu'il y a 3 ans, quand j'ai commencé ma thèse. Merci beaucoup, Timothée Parric. Je rappelle le titre de ce livre, Ralentir ou périr. Je crois qu'on va le voir, mais sinon je le montre, l'économie de la décroissance, qui est donc publié aux éditions du Seuil. Merci encore. C'est l'heure de notre Zoom biodiversité et forêt française au programme.